Parc à One, dans nos rues, on est aux entrevues dans le fond aujourd'hui avec moi, un OG de la game, un producer, un DJ, un ingénieur son, un pilier de la scène underground. On est avec Figure 8. Yo, yo, yo. Merci Ça de va? pull-up. Ben là, ça me fait plus que plaisir. En fait, j'ai dit de pull-up, mais c'est pas le cas de nous C'est accueillir. vous autres qui avez pull-up chez nous, de c'est nous ça? accueillir dans le studio où c'est off-cam, mais il y a le Félix qui oxyde dans un coin. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est un des reliques, une des nombreuses reliques qu'on peut retrouver dans la pièce. Moi, Figure 8, mon introduction, le moment où je te vois apparaître dans le paysage, c'est il y a quelques années où tu produces pour Sloan Lucas, Saint-Sucré, Dr. Stein, John Truth, Gab One, toute une scène underground qui me parle beaucoup, tu sais. Puis Yes. je vois Figure 8, ok, je creuse, non. Je trouve ça une scène. Déjà, comment ça feel en ce moment, en 2025, d'être comme une des figures qui produit énormément de rappeurs underground? Ça file vraiment bien. Parce que, tu sais, ça a toujours été ça mon but, là, même autant avant avec Omnichrome, que tu sais, j'ai toujours voulu être un peu, pas à l'avance nécessairement, mais aller chercher les affaires qui sortent puis qui sont pas encore complètement formées, qu'il n'y a pas de scène autour complètement. Ouais. Là, il y en a une vraiment autour de tous ces rappers-là qui s'est développée, tu sais. Mais ouais, toujours une oreille dans l'underground, peu importe ce que je fais. Fait que les rappers qui m'intéressaient quand je suis revenu dans le game, à partir de comme 2019-20, les rappers qui m'intéressaient, c'était eux autres. T'sais. C'était ces rappers-là que Loud, je le trouve bon, mais c'était pas ça mon intérêt d'aller travailler avec quelqu'un comme ça. C'était d'aller chercher qu'est-ce qui se passe, là, qu'est-ce qu'ils font les jeunes que le monde ne comprenne pas trop encore. Puis j'ai l'impression que c'est perpétuel parce que oui, c'est je ça. te vois, tu me fais découvrir des artistes, donc tu gardes toujours une tant mieux, oreille. ça, c'est ça, une de mes plus grandes fiertés, de faire découvrir des choses au monde. Puis d'être encore complètement branché, là, genre à oui, ce qui est c'est actuel, ça, pas juste de travailler avec les bros de back then. Non, c'est ça, exactement. Puis oui, puis c'est de transmettre un peu, puis un peu de redonner à cette culture-là qui nous amène tellement, le rap et le hip-hop, ben là, si tu redonnes jamais, ben m'emmener t'arrêtes aussi, là, puis le monde t'arrête de recevoir, puis le monde ne te trouve pas relevant non plus si t'es pas connecté, t'sais. Je pense que le rap Keb est arrivé à cette maturité-là que là, tout le monde collabore ensemble. Toutes les générations vont aller link up avec du monde d'une génération plus jeune, une génération plus vieille. Il y a de quoi qui s'est passé, je pense, dans les fins des années 2010. Je pense que là, ça s'est commencé à... Moi, je l'ai senti comme ça, que ça a commencé à bouillonner plus, là. tu sens que les clics se sont un peu explosés. C'est ça, oui. Le milieu, il est assez mature pour que tout ça prenne un peu le bord. Il y a encore des clics pareils, évidemment, mais que là, tu sais... Tu vois quand même une c'est différence. Ça, je vois une différence vraiment dans l'attitude que le monde a. Il y a des gens qui... il y a un take récemment que c'est comme le rap est... Le vrai rap Keb est né en 2016. Là. Ouais, c'est ça. 2015. 2015, c'est ça, ouais. Ben, c'est drôle parce que pour moi, de les trucs qui se présentaient à moi, c'était plus 2012 Dead-Obies LLA où tu creuses puis tu comprends assez vite, mais là où il y a quelque chose qui prend un wave, un momentum, tu sais. Puis je trouve ça le fun d'avoir l'avis d'un OG qui dit que c'est mieux que c'était, tu sais. Je pense moi, je pense que oui, parce que tu le voyais pas vraiment dans le temps de LLA puis Dead-Obies. Ben, il n'y avait pas tant de collaboration qui se faisait avec la génération comme d'avant. C'est souvent, il y a comme un gap de génération. C'est un peu, c'est ça, mais encore une fois, c'était vraiment dans une clique. C'était très niché quand même, puis t'avais pas, mettons, il n'y a pas eu une track LLA sans pression, mettons, tu sais. Mais aujourd'hui, on dirait que là, il y a vraiment plus de crossover, tu sais, puis autant Saint-Sucré qui est un exemple, un excellent exemple. Il n'y a même pas une track LLA à la claire ou une track de non, c'est ça. Puis tout le monde est en même temps. Puis ça a été un espèce de bouillonnement du rap que là, le rap s'est mis à être accepté par les grands médias puis les radios à peu près autour d'eux autres. Puis les festivals. C'est encore eux qu'on voit à ce jour. Mais c'est encore eux qu'on voit parce que, comme on disait avant l'entrevue, c'est petit le Québec. Fait que des fois, tu laisses une place à quelqu'un, puis là, cette place-là, si cette personne-là la lâche pas, elle va l'avoir longtemps. C'est ça. Puis elle n'est pas responsable du malheur des autres, mais en même temps, le fait que vu qu'on n'est pas beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de place,
si tu gardes ton spot, ben ça fait qu'il y a du monde qui l'auront pas, ce spot-là. Ben, j'ai plus tendance à critiquer le système que le joueur. Ben oui, exactement, c'est ça. Ça revient à l'importance d'un travail comme le tien, de nourrir l'écosystème, de faire des liens entre différents artistes de différentes générations. Puis plutôt tu mentionnes Omnicron, ça, on va en parler. Puis je trouve ça intéressant que tu t'as fait le lien en mode j'ai toujours eu une oreille vers l'underground, toujours voulu être comme avant-garde, pousser un peu artistiquement dans le rap, tu sais, qu'est-ce qui peut se faire. Alors que moi, quand j'ai fait le lien Figure 8 Omnicron, ça m'a surpris parce que j'associais Omnicron à quelque chose de mainstream. Exactement, ben oui, mais je comprends. Parce que là, pour ceux qui c'est peut-être une petite mise en contexte, c'est nécessaire. 2001 environ, ça... non, le premier EP, c'est 2005, puis c'est 2007, c'est l'année où là, Musique Plus à chaque heure, les clips passaient. C'est que je voyais des photos de toi en 2001 qui travaillaient déjà sur la MPC. Oui, mais ça, c'est avant. Bien avant, right. Mais tu veux-tu nous parler des tout débuts ou tu veux qu'on ait direct à on peut parler de mes débuts de producer de salon. C'est un autre paysage complètement là, en 2001. C'est un autre. Ben oui, parce qu'en plus, c'était un peu l'espèce de pic des scènes indie rap aux États-Unis. Puis bien plus indie là, que, mettons, Raucous Records, puis ces affaires-là. Là, on était... C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Bart puis Cabot dans Omnicron aussi. C'est parce qu'on tripait sur les scènes super underground. Tu peux nous donner du West Coast. Tout ce qui va être Anticon Records, tout le Project Blow, Living Legends sur le West Coast. Les débuts de Slug, Atmosphere, tout ça. Def Jux avec LP, Cannibal Ox, ce truc-là. Anticon, qui était le label qui nous a un peu unis. Les gars, on s'est vraiment connectés avec ce indie rap-là de blanc weirdo du Midwest qui disait, nous autres, on va réinventer le rap. Ils ont un peu réussi pendant une petite période. Puis Open Mike Eagle, il appelait ça du art rap. C'est ça, exactement. Puis les Scribble Jam, puis le battle rap de cette époque-là. Moi, c'est à travers ça, à travers Dumbfounded, puis un peu ceux qui m'intéressaient, que tout le Project Blow, j'ai connecté aussi. Mais j'imagine au Québec, vous n'étiez pas beaucoup à être comme... On n'était pas beaucoup, puis on allait, tu sais, moi, j'habitais encore semi à Joliette, semi à Montréal, fait que je partais de Joliette, puis je venais voir tous les petits shows à Casa del Popolo, puis à Sala Rosa, parce que c'était là qu'ils accueillaient ces artistes-là. Puis on se croisait tout le temps. Puis m'emmener, il y a eu un disquaire chez lequel on allait acheter des vinyles tout le temps en 2001-2002. Il nous a dit, il était comme, vous autres, parlez-vous, parce que les gars, ils rappent, toi, tu fais des beats connectés. Donc, c'est le disquaire qui vous connecte. C'est ça, c'est ça. Puis ça, c'est les débuts d'Omnicron. Ça a été les débuts qu'on a commencé à faire de la musique ensemble, puis qui a mené à Omnicron après, c'est ça. Puis c'était dans une intention, j'ai l'impression, tu sais, ludique, puis aussi d'expérimentation. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de vision. Exactement, parce que ça laisse, c'est sûr qu'avec le recul, on voit ça comme une affaire un peu plus mainstream, Omnicron, mais au départ, il n'y avait personne qui faisait ce qu'on faisait ici. Il y avait TTC qui commençait à le faire en France. On avait déjà connecté avec eux, fait qu'on se sentait vraiment, puis on était unis par les forums Internet de discussion sur le indie rap, puis tout ça, parce que ces gars-là étaient là-dedans aussi, puis Diplo, puis ces gars-là, on était tous sur les mêmes boards de discussion avec les DJ américains qui étaient toute l'émergence de cette espèce de nouvelle club scene de musique qui venait de partout, puis qu'on mélangeait tout ensemble, puis que là, la scène était... T'avais les indie rockers, puis les rappers qui faisaient le party ensemble, tu sais. Il y a de quoi qui s'est passé autour de ces années-là, que tout s'est mélangé, Si vous checkez le documentaire sur DJ Mehdi, il y en a un gros bout là-dessus, sur cette espèce de fusion-là qui s'est passée autour de 2005-2007. Que là, toute la scène indie est devenue comme une scène pendant un petit bout. Que autant le rock que l'électro que le rap, c'est comme un peu, tout le monde était ensemble dans cette espèce de même scène indie spéciale. On dirait là où tu gravites, il y a des mélanges parce qu'on parlait de ça aujourd'hui. Puis là, au Québec, on est toujours un petit peu en retard. Aux États-Unis, il y a vraiment un espèce de moment de cohésion. C'est ça. Ils sont plus. Ça aide à bouger plus vite. Parce que là, tu parles de genre, j'ai entendu des gens dire rap électro, le style d'Omnicron. Je sais pas, vous, comment vous. Est-ce qu'il y a une façon que vous le définissiez? Nous autres, les gars faisaient du rap, on faisait du rap dans notre tête, là. C'était ça. Puis les premières affaires qu'on a faites ensemble, ça ressemblait zéro à Omnicron. C'était beaucoup plus indie rap, weird, abstrait au bout dans les textes.
Ça ressemblait peut-être un peu plus à ce que tu fais avec Gaboine aujourd'hui, par exemple. Il y a des affaires de ça qu'on retrouve dans Gaboine aujourd'hui, là, qu'on va rechercher, comme nos débuts ensemble. Puis, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'était Linzo Gabo. Linso Gabo. Avec Jean-Bart. Figure 8, c'était Jean-Bart, pardon. Ça, c'est quand tu lis les noms. Mais ça, c'est l'affaire que tout le monde... On allait en entrevue, puis on était comme... Nos clips jouaient tout le temps à Musique Plus, on faisait des shows partout, puis on arrivait aux entrevues, puis c'était Linso Gabo, Jean-Bart, du groupe Omnicron. C'est ça, puis là, c'est comme, il y avait juste moi qui disais comme faux, il y avait juste mon nom. Puis ça, c'est quand il le disait, parce que j'étais le DJ producer en 2006-2007, tout le monde s'en crissait des DJ puis des producers. Donc Gabo qui est Gaboine aujourd'hui, avec qui tu travailles toujours. Donc vous vous rencontrez, tu dis 2005, il y a le premier album. Premier EP qu'on sort. Sorti de façon indépendante. Complètement indépendante, on a printé des CD. Que ça explose. Puis il y a eu tout de suite un intérêt par les radios universitaires, puis radios communautaires, CIBL, CISM, ont embarqué parce que c'était complètement à côté de la track, puis on faisait une affaire différente. Puis quand on s'est déjà assis les troupes, on réécoutait toutes les affaires, puis on était comme... voir que le monde a embarqué avec cette affaire-là. C'est drôle comme les radios étudiantes, ils sont comme un petit peu à l'avance au Québec, toujours, c'est ça. Shout-out à eux autres et tout le travail. Qui ont soif de découvrir des affaires. Fait que, puis de faire de quoi différent, c'est ça, de ne pas faire de la radio mainstream. Fait que, puis éventuellement des hits. Puis après ça, c'est ça, ça a été de fil en aiguille. Des hits même internationaux. Oui, si on veut, mais tu sais... Danse la Poutine a marché un peu en France, évidemment, avec TTC. Puis il y avait eu un petit buzz parce qu'on a fait de la tournée là-bas, pareil, les 4 fois. Tu sais, fait que c'est quand même, il y avait quand même un petit quelque chose. Mais ici, ça a été vraiment comme les jeunes. Quand les jeunes ont embarqué avec Musique Plus, là, ça a été comme. Ça a vraiment décollé pendant un bon 2 ans. Là, tu mentionnes Musique Plus, tu sais, puis pour les gens qui n'ont pas nécessairement connu ce era-là, où c'était vraiment quelque chose qui donnait un énorme momentum à la scène rap locale, tu peux-tu? Moi, je vous ai connu avec Musique Plus. C'est ça, c'est beaucoup de monde, c'est ça. C'était quoi Musique Plus pour toi à cette époque-là, tu sais? Musique Plus, c'est sûr que là, on arrive à la fin des années, milieu des années 2000, proche de 2010. Musique Plus était quand même en déclin au niveau de la musique, parce que là, on était déjà dans les téléréalités traduites, tout ça. Mais il y avait quand même une petite place pour la musique. Il y avait quand même encore le top 5 à tous les jours, puis ces affaires. Ils jouaient des clips. Fait qu'ils jouaient des clips quand même. Mais puis après ça, ça a été comme un peu ça a été la descente encore plus accrue jusqu'à temps qu'ils ferment. Mais alors, tu dirais que vous, c'était quand même un des derniers waves. Je pense qu'on était peut-être un peu dans les derniers waves de Musique Plus. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec ça. C'est arrivé à la fin des années 80. Top 1 dans le top 5 aussi, oui. Longtemps, c'est ça. Puis les clips revenaient où ça jouait beaucoup quand même. Ça voulait dire de quoi à ce moment-là? Ça voulait dire de quoi à ce moment-là. Puis c'était drôle parce qu'on passait aucunement sur les radios commerciales. La seule place qu'on avait une vraie visibilité dans les vrais médias, parce que l'Internet, il n'y avait pas de médias sociaux vraiment, à part MySpace, puis les débuts de Facebook. YouTube commençait, il n'y avait pas de médias comme vous autres là, à cette époque-là. Fait que le seul média qui nous donnait vraiment de l'exposure, à part les radios universitaires, c'était Musique Plus, ou les journalistes musicaux dans la presse, Le Devoir, puis tout. Puis ça, ça dépendait du contexte, puis c'est ça. C'était pas toujours positif. En général, les critiques étaient positives, mais il y a eu quelques articles. Il y a une certaine controverse quand même. Il y a eu une certaine controverse, c'est ça, avec un show franco qui a été couplé avec la même semaine, il y avait eu comme une sexologue qui avait publié une lettre ouverte qui parlait des paroles de Black Tabou. Puis là, nous, on a joué au franco, dehors, gratuit, à 7 heures. Mais les paroles qui ont été citées dans cet article-là de la presse, c'était les paroles d'un rapper featuring qui n'était pas là. Fait que ces paroles-là n'ont jamais été dites dans ce show-là, c'est ça, mais regardez. Intéressant, ça. C'est ça. Tu as mentionné TTC aussi, c'était un petit peu vos homologues français, j'ai l'impression, à cette époque-là. C'était comment que le lien s'était fait? Je pense que les trois, on était déjà des fans, puis m'emmener sont venus à Montréal, puis Jean-Bart, c'est vraiment Jean-Bart et Gab qui ont connecté avec eux autres quand ils sont venus à Montréal la première fois. Après, ils sont revenus, il y a eu des Suisses qui gravitaient autour d'eux, DJ Race, Kid Rolex, puis Genevieve Eaton, qui sont venus à Montréal aussi, puis qu'on a connecté avec tout le monde, puis là, m'emmener, ça c'est à travers les forums de discussion, puis tout ça, la connexion s'est vraiment faite. Puis quand ils sont arrivés, tu sais, déjà, on était fans à Ceci n'est pas un disque, mais à Bâtard Sensible, où que là, ils ont pris une twist club, électro, beaucoup plus que sur leur premier album, qui était vraiment un album d'indie rap, un peu weird.
qui était très bon, mais qui était vraiment pas comme Bâtard Sensible ou 3615 qui allait venir après. Puis là, à Bâtard Sensible, on a comme... Là, nous autres aussi, on était rendus là, je pense, de faire cette espèce de son-là, puis d'essayer quelque chose. Puis on était tous des fans d'électro, puis de musique électronique en général, puis d'affaires spéciales. Pas nécessairement, on ne trippait pas sur le gros house, mais Amon Tobin, puis Ninja Tune, puis les DJ bizarres, puis le down tempo, puis ces trucs-là. Fait que, puis moi puis Gab, on travaillait au Archambault. Gab dans l'urbain, moi je me promenais un peu dans le magasin, mais fait qu'on vendait des disques ensemble. On achetait des disques à d'autres places ensemble. Fait que là, notre soif, je pense, de créer de musique spéciale et nouvelle était vraiment là. Puis l'influence était là, c'est ça. T'sais. Parce que vous avez plusieurs feats avec TTC quand même. C'est pas mal beaucoup de vos plus grosses tracks. Dans la poutine, Pour te réchauffer. Pour te réchauffer, c'est ça. Pour te réchauffer qui était sur le deuxième EP, qui était une track avec Poirier aussi, qui était un beat de Poirier. Moi, j'étais juste là pour support moral. Puis Danse la poutine qui s'est fait après. Danse la poutine, je pense qu'il a marché plus, parce que là, il y avait un clip. Puis ça a été plus. Puis c'est la tune qui joue encore le plus, mettons, sur les plateformes. Ça a sûrement été repris TikTok, là, un peu. Je sais pas, il n'y a pas tant eu de TikTok. Ça me sent bien. À un moment donné, ils vont throwback. C'est ça. Tu sais, chewing gum fraise, genre. C'est ça. Ça, c'est une tune qui joue beaucoup. L'utiliser, là, sur un remix. Ben, ça me surprend qu'il ne l'ait pas fait encore. Olivier Primo a utilisé dans la poutine, c'est pas real. Fait que là, vos affaires marchent bien à ce moment-là. Il y a une signature avec Saboteur. Avec Saboteur, pour l'album. Pour Trop Banane, puis pour l'album d'après aussi. C'était quoi un peu la réflexion dans le groupe? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'hésitation ou c'était une évidence de signer? Là, nous, à ce moment-là, en plus, être indépendant au Québec quand tu fais du rap en 2006-2007, c'est rien de viable là-dedans. Là. Puis Saboteur, c'était le label qui venait qui avait fait Blow Up, DJ Champion. Puis nos amis de numéro étaient déjà signés là-dessus. Fait que tu penses que ça a juste fait le lien logique on est sur le même label. Puis là, on a tour avec numéro. Fait que on faisait Chewing Gum Fraise ensemble en show, mais souvent eux jouaient en premier, on jouait en deuxième. Puis là, on avait la finale avec tout le monde ensemble. Mais ouais, ça s'est fait vraiment comme ça, je pense. Puis après ça, en tournée, quand numéro a comme ralenti leurs activités, on s'est mis à tour avec Paceplay. Ah ouais. Nice FX, RU. Toast Dog maintenant. Toast Dog, c'est ça. Ouch. Mais tu sais, vous avez collaboré avec plein de monde. Je vois que c'est toute une espèce d'effervescence dans une scène. Est-ce que je me trompe ou à l'époque, il y avait quand même peut-être une réticence, une dissociation du rap, du côté rap plus raw, qui était un peu en mode ça n'a rien à voir avec nous autres. Moi, mon référence, c'est beaucoup Jeune Chili Chill à travers les battles, que même dans son style de battle, ça a pris un certain temps avant qu'il soit comme respecté. Vous preniez ça comment, vous, en tant que groupe, d'être comme un peu à part, tu sais, ou en parallèle? On n'est pas des épais non plus. Là, on le savait bien que pour le rap, on écoutait du rap que personne n'écoutait en partant. Nos influences étaient dans quelque chose que les gens d'ici, il n'y avait pas cette scène-là ici au Québec. Puis, en 2006-2007, on était encore dans les très débuts du rap où il y avait eu Dogmatic sans pression fin 90. Après ça, il y a eu comme un genre de trou où l'Assemblée passait à la radio, genre, mais c'était pas mal ça. Puis quelques affaires. Le 8-3, Attache Tatuc, il y avait quand même des buzz, le 8-3, ces affaires-là. Mais c'est vu comme une période creuse. C'était quand même une période un peu creuse, puis il se passait pas grand-chose. Puis là, nous, on est arrivé avec une affaire complètement différente. C'est évident que la scène rap locale qui filait très 90, même si on était rendu passé le milieu des années 2000, on était comme dans une autre place qu'eux autres. Fait qu'on s'en crissait un peu dans le fond. C'était pas... on le savait que ces rappers-là, ils n'allaient pas triper sur nos affaires. Mais il y en a qui trippaient. Puis étonnamment, ceux qui aimaient ça, c'était des dudes plus G. C'était pas les backpackers, mais c'était l'intrus. C'est quoi, genre, il n'y a pas une toune avec Snagashi, genre, c'est ce genre de monde-là. Les autres, ils comprenaient. Ils comprenaient le côté comme South qu'on tripait. C'est là qu'on a connecté avec le chum dans le temps aussi. Ils venaient dans les parties que j'organisais avec mon ami l'étiquette dans le temps. Puis ils venaient dans toutes les parties. Puis on était comme, c'est qui ce gars-là? Du monde avec des tatous d'en face en 2007. Il y en avait pas tant que ça. Avec les grills, les tatous, les chaînes. Ils étaient comme, moi, 36 Mafia, c'est ma vie. C'est ça. C'est ça. C'est comme là. On était comme, oh shit, le mec, il aime ça, ce rap-là. Puis c'était dur juste connecter avec du monde qui tripe sur le South à cette époque-là. C'était dur.
Parce que le monde n'aimait pas encore ça. Aux États-Unis, Outkast, il a fallu qu'ils prennent leur place un peu. Mais rendu en 2006, oui, là, on est beaucoup plus le rap du Sud avait pris vraiment comme plus de place. Mais même là, ici, tu n'avais pas ça encore complètement dans le rap. Alors qu'en France, ils capotent, c'est ça. En France, ben oui, mais c'est ça. Toute cette era-là. Exactement. Ben, en même temps, encore là, ils sont plus que nous autres. Puis il y a une ouverture musicale plus grande aussi, je pense, chez les Français. C'est ça. Puis les gens sont plus ouverts en général, tu sais, c'est ça. Donc vous sortez l'album avec le label, là, j'imagine, tu sais, vous faites, c'est plus les mêmes budgets, c'est plus les mêmes conditions de création. Ça commence à aller mieux, évidemment. C'est quoi le feeling, là, vous trois qui aviez connecté en faisant un truc weird que vous dites que ça n'a jamais décollé, puis là, ça a décollé. Ben écoute, on s'est mis à faire de la tournée pas mal, puis à jouer tout le temps partout, au Québec, à aller en France, Suisse, Belgique, une couple de fois, faire des festivals là-bas, faire des petits shows, des petits... C'était quoi la réception à l'international? Elle était toujours bonne, la réception, tu sais, puis on était souvent, peut-être on arrivait là, on était souvent paired avec TTC ou avec adjacent, tu sais, de cette scène-là. Fait qu'il y avait déjà, là-bas, il y en avait une micro-scène qui tripait sur ce rap-là, fait que tu sais, quand on est allé en Suisse une semaine, on était comme accueillis par le consulat des arts de la Suisse, un genre de programme pour faire de la musique avec du monde là-bas, des gars qu'on connaissait déjà. Puis on a fait un show dans une petite ville, puis il y avait quand même du monde qui connaissait les affaires, puis qui était là parce que c'était ça le vibe, tu sais. Puis fait que il y avait ça. Puis sinon, c'est des festivals beaucoup, fait que Dour, les Européennes, des trucs comme ça. Fait que là, ben, tu joues sur un gros bill de festival, il va y avoir du monde de toute façon, puis le monde, ils sont là pour embarquer, tu sais. La réception était tout le temps bonne, on n'a jamais eu de mauvaise réception là-bas ou de conflit ou whatever, là, on se faisait toujours du fun. Puis il y avait une cohérence, c'est ça, avec d'autres oui, artistes exactement, c'est ça, parce qu'il y avait ça, puis on était connectés avec les Headbanger Records, puis tout ça, parce que tout ça se passait en même temps, fait que tu sais, Busy, on allait on faisait un show, puis Busy P était là, le manager de Daft Punk, puis tout, ben on se connaît, tu sais. Il y a une anecdote drôle en France, on arrive sur un party sur une péniche, tu sais, puis là, il y a un DJ, puis on fait « Oh shit, c'est Diplo », tu sais, puis là, on va le voir, puis là, lui, il est juste super content de nous voir parce qu'il connaît personne d'autre. Puis il est comme « Les gars, à Montréal », puis tout, c'est ça, fait que tu sais. Puis là, aujourd'hui, Diplo, c'est comme une autre affaire, là. C'est ça, complètement autre chose. Mais là, dans ce moment-là, il DJ, puis il trouvait ça plate, sa soirée, tu sais. Il doit plus trop faire des DJ sets qui sont plates. Sacrément, je pense pas, hein. Ben peut-être, mais il est vraiment payé cher pour trouver ça plate à cette heure. Ça devient dur de trouver ça plate quand tu remplis. Tu peux trouver ça plate pareil, mais à 150 000 le DJ set, tu fermes ta gueule quand tu trouves ça plate. Puis, ben, je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est encore un autre exemple que de faire, tu sais, de creuser sa niche puis de faire un truc qui plaît à vous. Au final, vous avez connecté internationalement grâce à ça. Puis exact. Si vous aviez l'intention d'un peu faire qu'est-ce qui marche au Québec à ce moment-là, il y avait rien de toutes ces connexions-là. Ben non, c'est ça. Puis de toute façon, c'est pas la musique qu'on aurait voulu faire de toute façon, parce qu'à ce moment-là, c'est ça. Comme je pense que le seul rap qui passait à la radio à peu près entre, mettons, 2003, 2007, 2008, c'était genre ça. C'était Loco Locas, l'Assemblée. Ouais, mais votre wave avait beaucoup plus de momentum. C'est ça. Ouais, la Beta-TV, ouais. Mais votre wave avait un momentum, gatherait beaucoup plus d'attention que tout ce qui se faisait dans la scène qu'on parlait qui était plus 90s. Oui, exactement. Etc. Parce que là, nous autres, on allait chercher bien plus loin. On n'allait pas chercher le monde qui tripe sur le rap. Là. On est allé étrangement chercher beaucoup de emo. Les emo kids, là, ils ont embarqué sur Omnichrome pour une raison X. Fait que là, on avait des filles de 15 ans qui achetaient des chandails 3XL parce que c'était le seul qui restait, genre, puis des petites filles avec des grandes jaquettes dans la poutine, genre. C'est ça. C'est fou, hein? C'est quasiment une anomalie. C'est quasiment un. Je serais vraiment curieux. Encore convaincu, même à ce jour, qu'il n'y a pas de groupe de rap keb qui a vendu plus de merch que Omnichrome. C'est comme, je pense pas que même les gros en ce moment, ils ont vendu plus de t-shirts que nous autres. En tout cas, pas en show. Mais la relation au merch est différente quand c'est un artiste qui vient faire un truc très spécifique qui t'a parlé à ton corps. Peut-être Soulja qui en vend beaucoup. Là. C'est une classe à part. Mais puis là, c'est pas la même époque non plus, mais je pense que longtemps, on a eu probablement le titre de ceux qui ont vendu le plus de merch. Puis il y avait tout un discours dans les paroles des gars par rapport aux vêtements, par rapport au look, par rapport au style que les gars avaient. Fait que, puis on avait la collaboration Off the Hook dans le temps. Fait que, oublie ça, c'était comme... On avait des racks là avec juste la merge Omnichrome, mais d'un show, on en vendait tellement. Il y en a encore. Gabo qui est un thrifter, c'est ça, sa job dans la vie d'être un thrifter professionnel.
Lui, il en trouve tout le temps, là. Quand il fouille dans les bins, il dit un dans sa poutine, un prend une photo, c'est ça. C'est insane. Tout ce qui monte doit redescendre. Il y a un moment où vous arrêtez de sortir de la musique. Exact. Si vous avez votre signature, je pense que vous sortez quoi, 2 On sort 2 albums. Ouais. Le deuxième, on était dans peut-être une drôle de place musicalement. Fait que c'est un bizarre d'album, l'album comme à la télévision. Là, quand on le réécoute aujourd'hui, il y a des super bonnes tunes dessus, des grosses prods. On a collaboré avec du monde écœurant. Moi, de co-réaliser l'album avec Sixto qui était là avec nous autres, qui est pour moi une légende du beatmaking, qui revient sous son vrai alter ego Sixto en ce moment. Puis moi, je suis tellement heureux de le voir faire cette musique-là. C'est un album moi, j'ai adoré travailler dessus, mais le résultat est un peu weird. Fait que la réception a été moins bonne. Là, moi, c'était plus payant pour moi de rester à Montréal puis d'aller faire des DJ sets, puis d'avoir des résidences de DJ que d'aller faire des shows. Puis j'étais un peu tanné, fait que je me suis éloigné des gars pendant un petit bout, mais on était des amis pareils. Mais je voulais plus faire cette partie-là. Puis les gars ont fait un album après qui s'appelle Pitcher dans le Loir, qui est écœurant, avec des prods de Tommy Cruise, avec Classified, Dappy. Puis parce que là, il y a le Pew Pew Wave c'est ça, il y a tout ça qui est arrivé. Qui est des prods sur lesquels tu peux rap, mais qui sont très... c'est ça. Puis là, moi, rendu là, je vivais en banlieue, puis j'étais déconnecté, mais j'étais juste DJ encore 2-3 soirs semaine, mais je faisais plus de musique. Puis les gars ont sorti cet album-là que moi j'ai adoré. Puis après ça, il y a eu un grand dip jusqu'à 2021. Ben c'est ça, là on a le retour en 2021 avec Bus Magique. Exact. Puis signature avec Fantasio. C'était avec Fantasio Club qui était genre de division d'artifice. Fantasio, c'était géré par notre boy Hugo Mudi, les Saint-Catherine, etc. C'est un beaucoup plus petit label qu'à l'époque. Ben Saboteur, c'était un petit label aussi. Il y avait 3 artistes, c'était pas gros. Artifice, c'est un plus gros label, mais son sous-label, il y avait comme, le sous-label qui était le truc de Hugo, il y avait nous autres, puis il y avait quoi donc? Il y avait ses affaires, lui, je pense, puis peut-être quelques autres petites affaires, mais ça n'existe plus déjà, ce petit label-là. Fait que, Puis t'as Lopocus qui travaille avec vous sur le projet, où là, déjà, il y a une connexion avec un beatmaker. Ben oui, c'est ça, puis ça s'est fait un peu par moi, parce que moi, quand j'ai bougé tout mon stock de chez nous pour avoir un petit studio sur Partenay, un peu plus vers l'ouest. Là, mon but, c'était de reconnecter avec du monde de la scène parce que là, j'avais pas fait de beat pendant... C'était quoi qui t'avait donné cette envie-là après quelques années? Ben, je suis revenu à Montréal, j'ai eu une séparation qui a fait que j'ai vendu à la maison puis que moi, j'étais comme, je retourne à Montréal, ça me manque trop. Puis de toute façon, je fais des allers-retours 4 soirs semaine pour venir faire des DJ sets, ça me sert à quoi de vivre à Joliette ou à Saint-Eustache, Fait que, il y a eu ça, puis là, je l'avais en moi, là. Il fallait que je prenne une pause de 5, 6, 7 ans de création, puis là, là, j'avais le goût de m'y remettre, j'avais le goût de ça, puis quand j'ai fait ça, j'étais comme, je suis décalé, mais tu sais, j'ai bien beau faire des tutoriels et Bolton, c'est pas comme travailler avec du monde, fait que j'ai invité des, tu sais, je me suis loué un petit local, puis j'ai invité des producers à venir faire des beats avec moi, mais j'allais à l'école, dans le fond, quand je les invitais. Là. Puis j'ai checké travailler, puis j'étais comme, OK. Puis j'ai un background pareil, mais pour me remettre à jour, j'ai juste connecté avec du monde. Puis Lopocus, c'est un gars de Joliette comme moi, on se connaissait déjà un peu. Puis ça a été facile. Puis tout de suite, on a vu qu'on avait une genre de connexion, puis que c'était le fun de faire des beats ensemble, puis de chiller ensemble, parce que Lopocus, c'est un incroyable humain, c'est ça. fait que ça a donné ça, puis on a fait juste un paquet de chalets de rap, les 4 ensemble, parfois avec d'autres invités qu'on amenait, là, plus des producers. Badminto, il venait à un chalet, puis D.O.Lee, qui fait du techno beaucoup, là, il est venu chiller un petit chalet avec nous autres aussi. Je pense pas qu'il y a de beats qui ont sorti de cette collab-là avec Olivier, mais écoute, un jour, peut-être. C'est encore ça, ton approche aujourd'hui, parce que là, on parle de ton retour il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. T'es still dans le même era. Parce que j'ai l'impression que t'as vécu plusieurs vies artistiques. Oui, c'est ça. Un truc qui explose avec Omnicron, après ça, c'était une période plus vie de famille, j'ai l'impression, en banlieue. Oui, mais tu sais, je joue pas d'enfant, rien, mais tu sais, j'étais DJ full-time, puis c'était ça que j'avais le goût de faire. DJ, Fait que j'étais vraiment plus juste DJ, puis tu sais, ça payait bien. C'était des horaires fixes quand même. Puis je faisais beaucoup de corpo après ça quand je suis revenu plus ici, tu sais, mi-2010. Je faisais corpo, événementiel, des mariages, tout ça avec mon boy Funky Falls, qui est un DJ de la scène depuis longtemps, tu sais. Fait qu'on a beaucoup fait ça, puis là, le DJ m'a emmené, tu viens que tu fais le tour ou que tu es un peu tanné de juste faire ça. Puis c'est ça qui m'a ramené comme à 2018.
j'ai recommencé vraiment à faire des beats sérieusement. En 2019, je me suis pogné un petit local, puis là, j'ai connecté avec des producers. Ouais. Puis là, il y a eu la pandémie, puis... c'est là que j'ai connecté avec tous les jeunes rappers, la nouvelle scène émergente, parce que là, c'est ça, tu sais, parce que là, j'étais chez nous, puis là, j'étais comme, ben là, tout est revenu chez nous, parce que j'ai pas gardé mon local à la pandémie, tout est installé chez nous, puis là, j'étais comme, là, ça fait 6 mois, là, que je suis seul, là. Donc là, j'ai juste, tu sais, Saint-Sucré, Stein, Dom Bruce, on avait déjà connecté avec eux pour le track avec Omnichrome. Puis là, ben, je me suis juste mis à inviter tout le monde chez nous. Puis là, ben, plein de projets sont nés comme ça. Puis là, ben, les connexions se sont faites. Puis c'est tout du monde avec qui je travaille encore, qui sont toujours actifs ou non. Tu sais, mettons, on parlait de John Shoot tantôt. En ce moment, il n'est pas très actif. J'espère qu'un jour, il va se réactiver parce que moi, ça a été dans un de mes rappeurs préférés des 5-6 dernières années parce qu'il est extrêmement talentueux. Absolument. Puis tu sais, des fois, on entend beaucoup de quand tu atteins un certain high au niveau de l'attention que tu reçois, trouver son fanbase et tout. On est toujours en train de chase ce high-là par la suite. Moi, je me demandais, ça te fait quoi pour toi d'avoir eu un succès international avec le groupe, puis là, d'être de retour, puis d'être comme méga respecté par la communauté underground, mais pas nécessairement connu au-delà de ça. Je pense que, comment je pourrais dire ça, Omnichrome, c'est arrivé, puis on était au début de nos carrières musicales, puis de nos vies de musiciens. Là, moi, j'avais pas fait des centaines de beats, là, puis là, Omnichrome explose, puis tout, fait que là, tout ça est arrivé. Je pense que je ressens plus de satisfaction puis de sentiment d'accomplissement là. Puis je m'en fous complètement. T'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Ben, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. Puis là, il a fallu que, c'est pour ça que quand je me suis remis à faire des beats 2018-19, j'ai voulu absolument connecter avec du monde que je trouvais bon puis dont j'admirais le travail. Parce que je me suis dit, ça va me remettre dedans. Ça va peut-être m'enlever ça un peu parce que là, à force de travailler, puis ça a été ça. Ça a été juste de me remettre à niveau puis de faire des beats sans arrêt. Il n'y a pas du tout une partie de toi qui dit peut-être que ce projet-là, c'est celui qui va reprendre un wave comme. Pas vraiment, genre, non. T'as pas cette nostalgie-là. Je me dis, si ça arrive, tant mieux, mais je chase pas ça pantoute. Je suis juste. Moi, je fais les affaires parce que j'ai le goût des faire en ce moment. Puis j'ai plein de projets écœurants qui passent ici. Je travaille sur des affaires que je trouve incroyablement bonnes, comme l'album à White Sox l'année passée. Puis là, ben, son album avec Nemo qui va sortir dans 2-3 semaines. On vient de finir. Là. J'ai mis les derniers touch-ups sur les masters mardi. Il me restait une track, un petit mini-fix. L'album qui est sorti l'année passée, qui était un album plein de collabs. C'est ça. Ben, ça a fait que. C'est ça. Puis moi, j'ai connecté avec White Sox. On savait on était qui mutuellement, mais juste avant d'ouvrir ici, peut-être 1-2 mois avant d'ouvrir ici. Fait que là, moi, j'étais comme, ben oui, je vais faire cet album-là avec toi, man. Tu vas faire venir plein de rappers il y en a que j'ai connecté déjà avec, mais il y en a plein que j'ai pas connecté. La scène anglo, j'avais pas connecté tant avec eux autres. J-Red, Maurice Regal, RVLR, Mags, qui sont des gros rappers. Puis là, j'étais comme, nice. 20-some qui vient, on se connaissait, moi, puis 20, mais pas vraiment. Puis là, ben, il vient faire son track ici. C'était cool au bout. Fait que, je pense que je chase plus. Ce que je chase là, c'est ces moments magiques-là qu'on va faire une tune que je vais trouver fucking bonne pour toujours. Genre, Puis après ça, qu'elle marche ou non, je laisse ça aux autres de gérer cette partie-là, de voir si ça va marcher, s'il va se passer de quoi. Je pense que là, ce que je veux, c'est que le monde il sache que s'ils viennent enregistrer ici, s'ils me font mixer leur projet, je veux qu'ils sachent que ça va bien sonner, puis que le monde il reconnaisse plus cette partie-là de mon travail, qui est toujours un travail de l'ombre encore, c'est ça, mais en même temps qui est un travail vraiment important sur lequel je faisais pas trop avant, mais là, je me concentre plus là-dessus aujourd'hui. C'est ça. Puis ils savent que tu vas leur jouer des gros beats aussi. Ben oui, mais ça c'est l'affaire que mon automne est enligné sur de la création musicale, parce que là, toute la dernière année, j'ai juste mixé des affaires, puis j'ai fait du recording pas mal avec le groupe de métal d'Espace d'Icon ici, fait que on a enregistré les voix ici pour leur album qui sort en octobre. Fait que tout mon hiver a été beaucoup sur mixer. J'ai pas beaucoup fait de beats. Il faut que je finisse ça. Tu sens le hitch. C'est ça, mais j'ai mixé les affaires de Le Guy, le gars de Québec, que je trouvais écœurant. C'est ça, ben ouais. Slow Nucus, c'est ça. Puis moi, puis elle, la connexion, quand elle s'est faite, c'est comme
on a juste réalisé qu'on était un peu le même genre de personnes. Peut-être on a les mêmes idéologies. Ouais, il y a l'air d'avoir une grosse complicité. Fait qu'on connecte beaucoup dans cette affaire-là. Puis là, elle m'a récemment demandé d'aller faire un show avec elle. Puis tout de suite, j'étais comme, OK, c'est écœurant. Au festif, c'est ça. Puis c'est drôle parce qu'elle n'osait jamais me le demander. Qu'elle me dit, j'osais pas te le demander. Je me disais, tu étais tout le temps occupé. Puis tu nous avais fait tellement des shows de même que ça te tentait plus. Mais j'étais comme, mais ça dépend avec qui. Avec elle, j'étais comme, oui, ça me tente au bout. C'est ça, quand ça arrête le fun. C'est ça le plus important. Local, arrêter de mixer une soirée. C'est ça fait du bien. Puis il n'y a aucun rapper au Québec qui porte un t-shirt Fuck Israël. Fait que. Il y en a beaucoup qui disent pas grand-chose. Il y en a une grosse majorité qui disent rien. Puis c'est ça. Fait que moi, je veux connecter avec le monde dans même. Shout out Sloan Lucas. Free Palestine. Dans les entrevues, dans le fond, on fait un petit truc où on s'attarde sur le fond et la forme. Yes. Tu as eu différents fonds, tu sais. Il y a eu comme toute une évolution, je dirais, dans ton fond. Puis je trouve ça intéressant que là, tu dis, là, je vais me remettre au beatmaking parce que peut-être un effet décalé par le temps que ça sorte. Parce que moi, j'ai l'impression que je vois des trucs produced par Figure 8. Ben oui, il y en a encore sur l'album Anemo, il y en a aussi. Puis moi, j'associe ça à de la prod, surtout sample-based, grimy, dusty, aussi soul, tu sais, aussi quand même hopeful, tu sais. Je pense que c'est comme ces deux pans-là, mais très, on va dire, associé Griselda, Rock Marciano based. Est-ce que j'ai l'impression que dans tes beats de Omnichrome, je sais que tes beats étaient complètement dans un autre bail. J'ai l'impression que toi, en tant que DJ, c'était aussi dans un autre bail. Ouais, ça Comment est-ce que quand tu fais ton retour en tant que producer, c'est ça le style qui te parle? Tu sais, toutes mes influences, c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, quand je suis DJ, je joue beaucoup de vieux rap ou du rap modern boom bap de cette scène-là, mais la majorité des sets que je fais, c'est du disco puis du soul puis du funk, puis c'est des trucs comme ça. Fait que, mais je sais pas, mettons, quand je suis revenu, 2019, 2021, les premiers, je faisais plus trap, j'étais plus avec ça en tête, puis de quoi d'électro quand même un peu. Puis, à force, toute cette scène-là de modern boom bap qui aurait émergé dans les 10 dernières années, là, Chris, ça t'influence, puis écoute, 4 ans, je me suis racheté un MPC, chose que j'avais pu depuis une couple d'années. Puis ça m'a vraiment comme encore plus ramené au sample-based, puis à pouvoir faire des beats sur le fly un peu n'importe où. Puis il y a un des albums avec Stein que j'ai sorti qui est très trap, mais qu'en même temps, c'est loadé de samples de jazz. Fait que ça m'a comme encore plus poussé. Puis là, toutes les dernières prods, tout ce que je fais là, c'est quasiment juste du sample-based, grimy, des affaires drumless, des affaires avec des groupes. Je sais pas s'il y a de quoi en particulier où j'ai pas de technique vraiment. Je sample beaucoup de jazz quand même, beaucoup de soul, funk. J'ai des périodes, on dirait que là, je vais sampler juste du jazz de telle époque. Puis là, quand tu digues, là, je digue plus là-dedans, puis je digue en vinyle un peu encore, je digue beaucoup dans l'internet. Je me perds dans des rabbit holes. Puis là, quand je trouve une petite niche que j'aime, je m'arrange pour downloader ces affaires-là en très bonne qualité pour que ça sonne pareil. C'est souvent des rips de vinyle que je download. C'est un peu comme si je samplais du vinyle, mais je ne l'ai pas acheté. Là. Mais sinon, j'ai pas tant de ligne directrice. C'est plus des périodes, on dirait que là, tu sais, m'emmener ça a été du jazz, m'emmener ça a été du genre de 60s psychédélique, vraiment underground, là, avec 300 monthly listeners sur Spotify, mettons. Fait que là, quand tu samples, c'est ça qu'on veut. Mais c'est ça que tu veux, tu veux trouver de quoi, ou des fois tu veux comme pogner quelque chose de complètement différent, tu sais, fait que là, ma période qui s'en vient, je sais pas encore où je vais m'enligner. T'attends de te surprendre toi-même. Ma blonde me fait beaucoup découvrir de musique du Moyen-Orient en ce moment, fait que peut-être que ça va m'influencer. J'ai déjà noté plein d'affaires, fait jouer de quoi, puis je suis comme envoie-moi ça. Il y a une énorme ouverture, je trouve, de ta part qui est rafraîchissante, tu sais, qu'il y a pas... Des fois, quand t'as des gens qui sont rendus plus loin dans leur carrière, ils sont vraiment dégueux, une espèce de... Mais en même temps, c'est correct aussi, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé aussi, je pense. Ben oui, c'est ça, tu sais. C'est déjà hyper ouvert. Depuis le début, c'est j'arrêterai pas, tu sais, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis souvent, tu coprod, c'est quoi le... Ça arrive des fois, des fois on va coprod des trucs, là, moins dernièrement, mais il y en a quand même, tu sais, des fois ça arrive. Tu trouves ça comment travailler à j'aime ça faire des beats avec d'autres mondes. Justement, avec Gabo, là, on a le projet de faire Pour toujours à l'infini, volume 2.
qui est son album très personnel, où ça rime ou ça rime pas, où il fait juste raconter des histoires. Puis ça, cet album-là, on voudrait que ce soit une coproduction Badminton puis moi. Qu'on veut se faire un chalet, aller faire ça. Fait que ça, je sais pas quand est-ce qu'on va réaliser ce projet-là, mais j'ai vraiment hâte parce que Bad, c'est un dude incroyable. Puis c'est un des producers, c'est pas le producer le plus talentueux, je trouve, au Québec. C'est dit. Je suis un ultime fan de Badminton. Underrated au bout, parce que... Il y a des beatmakers underrated à Montréal, il y en a... Ben, il y en a plein, c'est ça, il y en a beaucoup, c'est ça. Puis tu sais, lui, il a son affaire à lui, puis il reste dedans aussi, tu sais, puis tu lui demandes de faire un sample bass, puis il te fait le meilleur sample bass complètement explosé que tu as entendu de ta vie, puis ça y prend 14 minutes. C'est ça. Puis si on parle de la forme, ben, toi, tu rappes pas, tu fais pas vraiment de vocal, c'est genre moi que je sleep. Je vais faire des gang vocals puis des affaires de même, tu sais, mais sinon... ça se limite à ça. Personne ne le sait que c'est moi. Oui, c'est ça. C'est les contributions de l'ombre. C'est ça, exact. Mais comment est-ce que tu gages, tu sais, genre, qu'est-ce qui va être dit sur ton beat? Qu'est-ce qui fait que là, tu dis oui, ce rapper-là, j'ai envie de travailler avec, parce que tu travailles avec beaucoup de gens, mais j'imagine que tu dois quand même faire une sélection. T'sais. Ben oui, mais c'est des affaires de vibe puis de feeling aussi. C'est sûr qu'il y a des paroles que je tolérerais pas, mais il y en a aussi, tout dépendant de la personne que ça vient. Je sais qu'il y a comme des affaires il y a des nuances, puis il y a des trucs que je laisse passer. Puis de toute façon, je viens d'Omnichrome, puis on a été dans une époque. Il y a plein d'affaires qu'Omnichrome a dit qu'on pourrait plus. Qu'autant moi qu'eux autres, on dirait plus jamais ces affaires-là. T'sais. C'est un peu la même époque où il y a la controverse avec Orelsan, non aussi. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis on a tout évolué, fait que c'est différent maintenant. Mais sinon, non, c'est des affaires de vibe puis de connexion humaine, bien avant, je pense, de la connexion musicale. Parce qu'il y a des artistes que j'adore, puis en même temps, si je veux que c'est tough collaborer avec eux autres, il y a juste de quoi qui passe pas, ben c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est juste que des fois l'art c'est ça, c'est ça. C'est des énergies envoyées. C'est des énergies, c'est ça. Qui se synchronisent aux fréquences. C'est ça, puis il y en a exact, c'est ça. Puis il y a du monde qui sont là depuis longtemps, des fois, tu sais, mettons Prez One, ça fait 15 ans qu'on se connaît, moi puis Prez, puis on s'est rencontrés pas j'étais DJ, dans des bars, mais ils savaient déjà j'étais qui à cause d'Omnichrome, mais on a connecté comme ça, on est devenus des super bons chums. Puis là, ben, tu sais, on est en train de faire Tour de Yacht Volume 2, qui n'est pas produit par moi. Qui est tout produit par Snowro, un producer de Montréal, mais qui vit à Baie-Saint-Paul maintenant, là, qui va sortir son EP bientôt aussi, que faut que je finisse de mixer d'ailleurs. Charlotte Baie-Saint-Paul. Puis l'album, à date, le truc de Prez, c'est le même vibe que Tour de Yacht, le premier, mais une deuxième aventure en bateau. Deuxième croisière. C'est ça. Là, c'est moi, je rec, je mixe, puis j'overview l'affaire avec les gars, mais c'est tous des beats de Snowro qui sont... Quand même. J'ai mon album avec YB qu'il faut absolument qu'il sorte. C'est ça que j'allais parler, Parce que là, Chris, là, ça fait tellement longtemps qu'il est quasiment fini. Je pense que je suis le premier crack-fin qui attend. Ben oui, c'est ça. Parce que là, le gars des archives. Ben c'est ça. Puis là, tu sais, moi, faut que je check avec lui, là, parce que moi, je veux pas que ça contrevienne avec son album avec Cook, qui est excellent aussi. Qui sort bientôt. Fait que je pense que ça va être un complément à son album avec Cook, peut-être. Mais dans le moment qu'il parlait, il voulait enchaîner. Là. Il voulait enchaîner ça, là, c'est ça. Ben, tu sais, moi, je pense une bonne affaire aussi, là, qui va rester un peu dans les oreilles du monde, un peu plus, avec une coupe, tu sais, un genre de, je sais pas, ça va être quoi, 25 tonnes qui va sortir avec les deux albums, là. Fait que. Puis il y a tellement les grosses tonnes. Le volume de projets que tu acceptes et que tu sors est imposant. Ben, ça commence à devenir mieux, là. C'est un challenge pour toi de comme juste keep track de qu'est-ce qui est rendu où? T'as-tu des tableaux? Oui, j'en ai pas ici, là, mais j'ai un whiteboard chez nous, là, que là, tout est dessus, puis j'essaie de m'aligner mieux. Parce que pour chaque artiste, c'est quand même souvent leur projet principal. Exactement, alors que toi, oui, c'est plein, ça fait que des fois, avec l'orgueil, les égos aussi, c'est en mode quand est-ce que ça avance, quand ça se rappelle pas de trucs, t'es comme je gère 20 projets en même temps. Exactement, puis c'est ça, tu sais. Mais, puis je pense que le plus gros problème, c'est aussi que tout le monde a un peu les mêmes... pas les mêmes modes de vie, mais les saisons changent de quoi. L'été, ce qui arrive, juin, juillet, personne ne fait rien, personne te donne de nouvelles. Puis là, t'arrives la première semaine du mois d'août, tout le monde écrit en même temps. Puis on est comme, OK, là, mon album, il faudrait le finir. Mais c'est comme, OK, je veux bien parce que tout le monde veut drop à l'automne, mais là, c'est parce que ça fait 2 mois que tu fais le party, là. Que tu profites du soleil. Puis je suis d'accord avec toi, j'ai fait la même affaire. Sauf que là, on va se donner le temps. Là, on n'a pas le choix. C'est ça, on n'a pas le choix, mais
je suis content d'être occupé, là. C'est ça, parce que, tu sais, quand j'ai ouvert ici, tu veux pas, c'est un investissement, là. Right. Puis là, ben, j'avais peur que ça marche pas assez, tu sais. Puis la première année, c'était un peu plus, j'étais pas, je capotais pas, mais tu sais, j'étais comme, OK, il faudrait pas que ça marche moins, parce que là, ça commence à me coûter trop cher de mon bord. Rentabiliser un espace, c'est un énorme défi quand t'œuvres dans de la musique. Puis là, après, ça fait 2 ans, c'est ouvert, puis là, ça fait depuis, tu sais, la fin 2024, que là, je suis comme, OK, nice. J'ai assez d'affaires pour que tout roule, puis que je sois pas stressé, puis que je peux avoir une vie agréable et plus confortable, puis je travaille moins à ma job de technicien de son aussi pendant ce temps-là, tu sais. Ben c'est ça, j'ai quelque chose, c'est petit, mais j'ai quelque chose de cool, tu sais. Juste pour mettre en contexte, en ce moment, on est assis dans le booth. Ça fait que de l'autre côté, genre... C'est ça. Le boot est plus grand que le control room, là, mais c'est ça. Non, mais c'est un grand boot. Mais c'est quand même un grand boot, c'est ça, ouais. Moi, je suis habitué de rec à côté du producer. À côté du producer, c'est ça, oui. Ben, c'est ce que je faisais avant, c'est ça, c'est une pièce dans pièce. C'est ça, ça a été ça un bout. La pandémie, c'était ça chez nous. Gros spot, puis écoute, j'imagine que c'est un heureux problème maintenant d'avoir tellement de projets. Ben oui, c'est ça, exactement. Que là, faut de pas perdre le fil. C'est ça, de pas perdre le fil, puis bientôt d'être rendu à vraiment peut-être sélectionner. Ben oui, tu peux te permettre d'être plus sélectif aussi. Ben oui, exactement, c'est ça. Puis là, j'ai un automne, je pense, le fun qui s'en vient avec un beau projet de mix avec un producer qui a un album vraiment le fun, avec plein de collabs que je ne m'attendais pas. Genre. De différents rappers. De différents rappers d'ici, c'est ça. Puis là, ben, la connexion avec White Sox, ça a été vraiment une excellente rencontre, moi, tout ce gars-là, parce que, tu sais, on s'entend super bien. Il a une vision très précise de ce qu'il veut. Mais c'est le fun quand même de travailler avec du monde qui a une vision très précise. Des fois, ça met des défis parce que ça fait que le monde devienne extrêmement picky. Ouais. Mais en même temps, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Fait que c'est une bonne affaire. Ouais. Souvent, les contraintes, à moins que ce soit vraiment une contrainte qui t'envoie dans une direction que t'aimes pas. Parce que sinon, parce que des fois, tu t'es comme, sacrément, il n'y a personne qui va se rendre compte de cette différence-là qu'on fait là. Le diable est dans les détails. Mais finalement, quand l'affaire sort, je dis, il avait raison. C'est fatigant là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a toute une scène underground qui bouillonne. Puis moi, j'aurais quand même tendance à espérer. Je suis hopeful, qu'il va y avoir une espèce de changement un peu dans le paysage, oui, je pense comme que toute cette scène-là va recevoir une attention extérieure accrue. Oui, je pense que oui, moi aussi. Ben, ce serait mérité, du moins. Mais je sais aussi que la scène ne dépend pas de ça pour continuer à être aussi fertile. Ça fait que je suis pas inquiet dans tous les cas. Il y a une couple de rappers là, que je pense qu'on a ici qui vont émerger puis qui ont une belle connexion déjà avec la France. Puis que un gars comme Nemo, justement, on parle. Lui, c'est un hybride. C'est ça, c'est un hybride, là. C'est ça. Puis ça tourne un peu autour de. C'est du monde que j'ai connu avec White Sox, mais Nemo, Nafal, Kama. Moi, c'est des rappers dans lesquels j'ai beaucoup d'espoir pour que ça blow puis qui dépasse les frontières d'ici, là. C'est ça, parce qu'ils sont trop talentueux, ces gars-là. Absolument. Puis ils ont une vision bien précise de ce qu'ils veulent faire. Puis ça aide aussi, plutôt que d'être complètement lousse puis de faire. Ils sont en train de creuser leur niche. Ils creusent une niche. Avec un truc spécifique. Puis un truc qui peut s'exporter dans la francophonie vraiment bien. Puis sans vendre leur âme, sans rien faire, en restant authentique au bout. Fidèles à eux-mêmes. Fidèles à eux-mêmes, moi, c'est ça. Donc, Kama, souvent, je dis, c'en est un sur lequel je miserais, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment mes 3 rappers comme préférés en ce moment. Let's go. Shout-out Nafal, shout-out Nemo, shout-out Kama. On vous voit. Peut-être pour terminer, justement, si tu as des conseils pour la jeunesse, là, tu mentionnes des nouveaux rappeurs, peut-être pour les beatmakers qui veulent justement que eux, leur rêve, ce serait d'avoir un studio puis avoir des clients puis que ça roule. C'est quoi tes conseils pour la jeunesse? Ben, de travailler fort puis de pas hésiter d'essayer de faire des affaires, je pense. Je pense qu'on vient de passer une grosse période où les producers faisaient juste les beats. Toute la période des loops puis des comme Splice, plateformes comme Splice, là, le AI est là-dedans, puis là, puis des BeatStar, etc. Puis de faire comme le beat à la mode cette semaine-là, puis de faire des type beats. Je pense arrêter. Ceux qui font encore ça, arrêtez ça, puis faites juste explorer, puis mettez-vous pas à faire l'affaire qui est cool, puis là, on le sait, c'est le modern boom bap, le drumless, puis tout, puis je vois plein de producers émerger qui font ça, mais c'est cool, puis les beats sont écœurants, mais faites pas juste ça, puis explorez le plus possible, puis écoutez de la musique
que vous auriez pas écouté. Je pense que c'est ça, aller écouter des affaires que vous pensiez pas aimer, genre. C'est ça. Écoutez ce que vous pensez pas aimer, c'est le conseil de Figure 8. Exactement. Puis lâchez pas, puis il est jamais trop tard. Moi, je pense que c'est un bon exemple de ça, là. Moi, j'ai eu Omnichrome, j'ai arrêté pendant 7, 8 ans, puis ça me manquait tellement que j'ai décidé de me replonger là-dedans. Puis oui, j'ai mis plein d'efforts. Puis là, ben, j'ai quelque chose de vraiment concret. Ne pas vivre dans le passé aussi, je trouve que tu es un bon exemple. Non, c'est ça sert à rien. C'est facile, j'en croise des gens de la scène qui sont toujours un peu en train de radoter à tel moment. Puis là, aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas, puis ils se sentent pas respectés. Puis genre, force à eux dans tout ça. C'est ça, mais oui. Mais il faut keep it moving. Mais non, c'est ça sert à rien. Fait que non, c'est ça. Puis ça se vit dans le passé. Je pense que c'est plus des affaires. Genre, j'aurais dû capitaliser sur ce moment-là précis. C'est plus comme ça que moi, des fois, j'ai des petites. Pas vivre dans le passé. Je me dis, j'ai raté une opportunité à cette époque-là. Mais c'est un apprentissage aussi. Mais ça, c'est un apprentissage aussi. Pour pas rater mais vouloir aller rechercher le succès que tu as jadis eu avec une affaire bien précis, à un moment bien précis dans le temps. Ben, c'est juste je pense que c'est la meilleure solution pour être vraiment déçu. Tu sais, ma curiosité quand tu dis qu'il y a des trucs. Non, mais c'est plus des choix personnels de musiciens ou d'artistes que j'aurais peut-être dû. Si j'avais capitalisé plus à ce moment-là sur telle affaire. Ou si, maintenant, à ce moment-là, j'aurais comme juste décidé d'aller collaborer avec bien plus de monde, plus que de rester avec mon petit milieu, mais j'étais pas capable de produire autant de beats à ce moment-là. Fait que, c'est ben des. Tu faisais à la hauteur de tes capacités. Ben c'est ça, exactement. Et de ton cercle social. Puis de comment j'étais à ce moment-là, puis de comment la vie. Puis il y a 1 million de facteurs dans la vie. Là. Mais c'est pour ça plus de vous dire, arrêtez pas si m'emmener il y a des échecs ou que vous le sentez plus m'emmener. Parce que m'emmener les artistes, c'est ça aussi. Là. Ça se peut que pendant 5 ans, il n'y a rien qui sorte. Mais ça veut pas dire que c'est fini. C'est ça l'affaire que je veux dire, c'est ça. Il y a des cycles. Il y a des cycles comme ça. J'ai du monde dans ma vie qui sont dans une période comme ça en ce moment, puis qui sont comme. Je vais-tu être capable de réécrire, je vais-tu être capable de. C'est pas des rappers, là c'est comme. On dirait que. Produire artistiquement de nouveau. Mon art sort pas depuis 2 ans, ça veut-tu dire que c'est fini? Moi, je suis comme. Ça veut jamais dire que c'est fini, c'est ça. Des fois, c'est quand tu acceptes que tu l'es, t'as l'impression que c'est fini, peut-être, mais c'est pas ça. C'est en dedans de toi pareil, ces affaires-là. Fait que. C'est ça. Abandonnez pas, même s'il ne se passe rien pendant 5 ans. Ça veut pas dire que c'est fini. Let's go. Fait que les trucs qui s'en viennent, ben là, on en a parlé. L'album avec YB. Avec YB. L'album avec YB qui va s'en venir sous peu. Dans 2-3 semaines, l'album White Sox Nemo, qui est excellent, que j'ai mixé, master, pas mal tout enregistré ici. Un excellent projet. J'ai plein d'autres trucs qui se passent. Je travaille avec une fille qui s'appelle Nami, Amina, avec qui on fait des affaires un peu plus pop, R&B. On a déjà un petit accès sur les radios. Fait que ça se passe un peu. Tu disais tantôt que tu retournais en création. Est-ce que de créer une tape, c'est dans tes plans? Ça fait des années que j'y pense à ça. Puis là, la White Sox un peu? Là, ben non, ça serait une affaire instrumentale, mon projet. Puis là, c'est mon automne où je veux vraiment faire plus de beats, où je travaillerai pas beaucoup. Je vais travailler Messorem, mais la ville, je travaillerai pas beaucoup. Puis je vais être ici beaucoup tout seul. Je vais aller au chalet, faire des beats. Puis je veux juste faire comme une chier de beats. Puis pique ceux que je veux garder pour moi. Puis le reste, ça va être pour les rappers. Ça va dans les beat packs. Ça va être distribué à tous ceux qui veulent bien. Puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein d'autres petites affaires qui me viennent pas en tête. L'album de Prez, Tour de Yad 2 qui va s'en venir, qui est un album que je mixe, enregistre encore, tout produit par Snoro. J'ai d'autres affaires que je ne pense pas en ce moment, je pense. C'est sûr. Je travaille avec un producer qui s'appelle Blaze, avec qui je mixe son album. On a commencé à mixer son album. On peut encore t'aider là pour travailler avec toi. On peut encore m'aider là pour travailler avec moi autant que vous voulez. Vous pouvez venir me voir DJ au Messorem pour boire la meilleure bière. Avec la meilleure au musique. Moins au Québec. Avec la meilleure musique. Avec la bonne musique dans les oreilles. Let's go. Puis tout ça, yes. So, c'était l'entrevue dans le fond avec Figure 8. Je suis votre animateur, Parkawan. N'hésitez pas à aller me suivre si vous voulez voir un peu tous les autres projets que je fais. Shout out le gars des archives dans nos rues. C'est le média qui s'en va dig les artistes que vous êtes
frustré de ne pas connaître déjà quand vous les découvrez. Ça nous fait plaisir de faire ce work. Puis c'est un grand plaisir de s'entretenir avec un OG de la game comme Figure 8 aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes sur ça. On est out ou quoi? On est out. On est out! Yes! Good! Ok, ça, c'est les gars, ça.